Bonjour et bienvenue au 3e épisode d'Accès aux soins de santé, une capsule à la fois. Un balado comportant plusieurs épisodes qui explorent les défis sur l'accès aux soins de santé au sein de diverses communautés spécifiques. Il s'agit du balado du Comité Justice sociale, relevant de l'Association étudiante en droit de l'Université de Montréal, qui est également le fruit d'une collaboration avec la section de l'Université de Montréal, les étudiants pro bono du Canada. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la réalité vécue par les femmes en ce qui a trait à l'accès aux soins de santé. Spécifiquement encore, nous aborderons l'enjeu des violences gynécologiques et obstétricales. Nous sommes aujourd'hui en présence de professeur Ferrand Parer. Notre invité est professeur agrégé à la section de droit civil, faculté de droit de l'Université d'Ottawa, membre du Centre de droit politique et éthique de la santé et elle co-dirige l'Observatoire pluridisciplinaire sur le devenir du droit privé. Elle s'intéresse globalement à l'adéquation entre les normes juridiques et les pratiques cliniques en santé. Ses recherches portent de manière générale sur le consentement éclairé aux soins dans différents contextes. Elle mène actuellement plusieurs projets sur les façons dont le droit peut être mobilisé afin de prévenir les violences obstétricales et gynécologiques et assurer un accès à la justice pour les personnes qui en sont victimes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour reconnaître le territoire sur lequel nous sommes maintenant réunis. En réponse aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation, il est important de souligner que l'Université de Montréal est située sur un territoire autochtone non cédé et nous tenons à exprimer notre respect pour les personnes qui en sont les gardiennes traditionnelles depuis des générations. Professeur Ferrand Parer, merci énormément d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, si vous le permettez, on va commencer avec des questions qui vont traiter de la définition de violence gynécologique et obstétricale. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est comment peut-on définir une violence gynécologique? Sur quels marqueurs les chercheurs se basent pour conclure justement en la présence d'une violence obstétricale et gynécologique? C'est une bonne question. Les violences obstétricales et gynécologiques, d'abord, vont cibler des gestes, des paroles, des attitudes ou des omissions qui vont être faites dans le cadre des soins obstétricaux et gynécologiques. Donc, si on est moins familier un peu avec les termes médicaux, les soins obstétricaux, c'est tout ce qui va toucher plus particulièrement les suivis de grossesse, les accouchements, puis ce qu'on appelle le postpartum, donc le post-accouchement là, dans les quelques heures, quelques jours qui vont suivre. Gynéco, c'est tout ce qui va toucher la santé au niveau de l'organe reproductif féminin. Et ça fait en sorte que c'est des violences qui vont toucher particulièrement les femmes cisgenres, mais pas que, parce que toute personne qui va être née avec des organes féminins, qu'elle s'identifie comme femme ou pas, qu'elle soit en processus de transition, qu'elle ait fait une transition, bref, peut recevoir ce type de soins-là. Et donc, ça va être... c'est multidimensionnel. Probablement que dans le balado, je vais souvent utiliser le mot « femme », mais c'est pas entendu nécessairement comme étant un terme purement cisgenre et hétéronormatif. Loin de là, ça se veut vraiment un terme inclusif. Et donc, ce qui va caractériser les violences obstétricales et gynécologiques, il n'y a pas de définition super... j'aimerais ça vous dire qu'il y a une définition unanime puis que tout le monde s'entend puis qu'il y a un consensus. C'est pas vraiment le cas, mais il y a quand même des éléments qui ressortent des différentes définitions qu'on retrouve dans la littérature. Souvent, il va y avoir des questions de consentement. Donc, souvent, ce qui va être reproché à la violence, ça va être qu'elle va avoir été fait soit sans le consentement, carrément à l'encontre d'un refus qui va avoir été exprimé, ou encore qu'on va avoir fait le soin sans expliquer de façon adéquate les tenants, les aboutissants du soin, puis on va avoir obtenu un consentement, mais qui, dans les faits, ne sera pas vraiment un consentement éclairé. Fait que ça, c'est une partie importante, mais pas que. Il peut y avoir aussi une question de brimer, en fait, l'agentivité reproductive des femmes. Donc, c'est des soins qui vont aller à l'encontre de l'auto... en anglais, on dirait l'empowerment. Donc, la capacité de la personne à décider par elle-même et pour elle-même qu'est-ce qu'elle veut recevoir comme soin, à quoi elle va consentir ou pas. Autre élément aussi, c'est que généralement, il n'y a pas... les auteurs, les autrices s'entendent pour dire qu'il n'y a pas nécessairement d'éléments d'intentionnalité derrière les gestes qui sont posés. Puis ça, c'est souvent un défi quand on en parle particulièrement avec des professionnels de la santé, c'est qu'il y a cette impression-là que le mot « violence » est teinté d'une connotation d'intention.
Tu sais, souvent, si on dit t'as été violent, il y a comme cette idée-là de t'as fait exprès, tu sais. Alors que dans les VOG, je vais souvent utiliser l'abréviation VOG, je suis désolée d'avance, dans les violences obstétricales et gynécologiques, cet élément-là d'intention n'est pas central dans la définition. La plupart du temps, en fait, c'est beaucoup plus défini comme une violence qui est systémique, donc qui va se faire entre individus, qui va avoir un aspect relationnel entre le personnel soignant et les personnes qui reçoivent les soins, mais qui va foncièrement et fondamentalement reposer beaucoup plus sur des barrières systémiques dans l'accès, des barrières systémiques, encore une fois, dans la façon dont les soins sont dispensés, les stéréotypes de genre, les billets de genre, les préjugés à l'égard de ce qu'une femme devrait faire, ce qu'une mère, aussi quand on parle d'obstétrique, ce qu'une mère devrait faire pour sa santé et la santé de ses enfants. Donc, ça va vraiment reposer sur ces éléments-là. Donc, on peut considérer que c'est un concept encore très mouvant et large, oui, n'est-ce pas? C'est mouvant, c'est large, c'est relativement récent comme concept. Puis j'insiste sur le fait que c'est récent comme concept et non pas comme phénomène. Je pense qu'on est juste en train de commencer à nommer, expliquer, essayer de définir un phénomène qui par ailleurs, existe depuis probablement que les soins gynéco-obstétriques existent. Donc, c'est juste qu'on est en train d'apprendre à le définir, à le conceptualiser, à le nommer. C'est quoi la nuance entre phénomène et concept? Bien, le meilleur parallèle que je pourrais vous faire, c'est peut-être avec le mouvement MeToo. Tu sais, il y a des phénomènes qui ont toujours existé. Le gars qui se frotte un peu trop proche dans le bar. On a tout en tête des phénomènes qui ont toujours existé, mais qu'on n'a jamais qualifié d'agression jusqu'à 2017. Le 2017 est arrivé, MeToo est arrivé, puis là, on a commencé à se questionner sur « Hey, est-ce que c'est vraiment approprié de faire ça? Est-ce que c'est vraiment adéquat? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ces comportements-là qu'on a toujours banalisé puis trouvé normaux, qui étaient en fait profondément pas normaux, mais on l'acceptait quand même? » Bien, c'est un peu la même chose avec le phénomène, entre guillemets, le phénomène des VOG, c'est que là, on est en train d'apprendre à les nommer, à les conceptualiser, à les dénoncer, mais le phénomène comme tel n'est pas nouveau. Je pense pas que les médecins ou le personnel soignant aujourd'hui a plus de comportements inadéquats qu'il y a 100 ans ou 50 ans. C'est juste qu'il y a 100 ans ou 50 ans, on trouvait ça normal, c'était banalisé, puis maintenant, on est en train de dire « Oups, peut-être que ça ne l'est pas ». Mais en fait, moi, je me demandais particulièrement par rapport à la recherche qui est employée pour développer cette connaissance. Donc, pour qu'un chercheur dise, OK, donc, voici comment la violence gynécologique et obstétricale est conceptualisée. Est-ce que la recherche se base davantage sur ce qu'on appelle une recherche qualitative ou davantage une recherche qui est quantitative? C'est une bonne question. On essaie de se baser sur les deux. Mais d'abord, la différence entre la recherche quantitative et la recherche qualitative. La recherche quantitative va essayer de mettre des chiffres sur quelque chose, sur un phénomène. Peut-être qu'un exemple très, très facile, ce serait en médecine, par exemple, si on veut quantifier le nombre de nouveaux cas d'influenza ou de COVID-19 qu'on a. On a eu plein de chiffres de COVID avec la pandémie. Bien, ça, on le quantifie avec des tests en laboratoire, puis on est capable de dire, bien, il y a une prévalence ou une incidence en augmentation ou en diminution des virus. Bien, c'est un peu la même chose avec des recherches plus de type sciences sociales, mais on peut quand même essayer de quantifier des phénomènes, mais là, on va le faire à partir de questionnaires généralement, souvent auto-rapportés. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de dire « Est-ce que ça vous est arrivé? À quelle fréquence? Ou êtes-vous très d'accord ou pas du tout d'accord? » Puis avec ces questions-là, on va être capable de déterminer la prévalence d'un phénomène. Mais pour ça, il faut qu'on se soit entendu sur comment on le définit parce que c'est ce qui va permettre de nous poser des questions pertinentes. Si personne ne s'entend sur la définition du phénomène, nos questions vont rater la cible, en fait. Fait que ça, on commence de plus en plus sur les VOG à avoir des données quantitatives qui sont encore, on est encore en développement, c'est-à-dire que d'une recherche à l'autre, ça va un peu varier, on n'utilisera pas tout à fait le même outil de mesure, mais on commence quand même à avoir de plus en plus de données là-dessus, ce qui nous permet, en fait, c'est intéressant de voir que c'est pas si marginal que ça. Au début de la recherche sur les VOG, ce qu'on se faisait souvent dire par, entre autres, les professionnels de la santé, c'est « Ah, mais c'est des cas exceptionnels. C'est
super mauvais médecin ou une super mauvaise infirmière ou un super mauvaise sage-femme qui a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, mais ça reste marginal. Mais là, ce qu'on commence à voir avec le quantitatif, c'est que, c'est pas si marginal que ça. Les femmes ont vraiment des grands risques de vivre au moins un épisode de VOG dans leur vie. Puis au niveau qualitatif, c'est devenir, le mot le dit, mais devenir qualifié plus spécifiquement. Comment est-ce que c'est vécu? C'est quoi l'expérience de la personne? Qu'est-ce qu'elle en a gardé comme séquelles? Est-ce qu'elle a eu des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme? Des séquelles sur quel plan physique, psychologique, de sa santé sexuelle, ses relations avec son partenaire ou sa partenaire ou avec ses enfants? Donc ça, c'est plus au niveau qualitatif qu'on va aller chercher ça. Des histoires, des vécus, des témoignages, exactement. Oui. Donc là, on a ces données, on a de la recherche qui commence, mais moi, je me demande, au niveau du cadre législatif au Québec, est-ce qu'il est adapté pour sanctionner ces VOG et cette recherche qui émerge? Oui, c'est une super bonne question, puis c'est probablement une question qui était centrale dans les projets de recherche qu'on a développés, puis je tiens à dire que c'est des projets de recherche qu'on fait qui sont super multi-interdisciplinaires. Donc, on a des approches où on essaie d'aller qualifier, des approches où on essaie de quantifier, puis des approches plus axées sur le droit où on essaie de voir c'est quoi le cadre, puis comment est-ce qu'on sanctionne. Puis l'hypothèse qu'on avait au début du projet de recherche, c'est de dire que le cadre comme tel est adéquat, c'est-à-dire qu'on a les outils dans les lois, on a des règles qui devraient permettre de prévenir les violences obstétricales gynécologiques. Par exemple, le fait dans la loi sur les services de santé et les services sociaux, il y a un article qui dit qu'on a droit à des soins de santé et des services sociaux qui sont adéquats sur les plans scientifiques, humains. Ça peut être un bel outil qui protège techniquement contre les VOG. Même chose avec le consentement aux soins. Le cadre légal pour le consentement aux soins, il est là depuis longtemps, depuis que la Cour suprême en 1980 a rendu 2 décisions clés aussi sur qu'est-ce que c'est que le consentement éclairé. Donc, en théorie, on devrait avoir les outils en main qui nous permettent de ne pas vivre de violences obstétricales gynécologiques. Si vous me le permettez, je suis curieuse, c'est quelles décisions qui ont été... Oui, c'est Rebel contre Hughes et Hop contre Lepp, qui sont 2 décisions de 1980 de la Cour suprême. Puis c'est 2 décisions qui sont venues ajouter des détails. On savait là, qu'il y avait le grand principe du consentement libre et éclairé, mais ça demeure un beau concept qui était très peu défini. Puis ces décisions-là sont venues dire exactement, mais qu'est-ce qu'on entend par éclairé, en fait? Qu'est-ce qu'on doit dire quand on a un patient devant nous? Si on est un professionnel de la santé, qu'est-ce que je dois dire à mon patient pour que son consentement soit vraiment éclairé? Fait que depuis ces décisions-là, qui datent quand même il y a maintenant, on est en 2025, 45 ans, techniquement, le cadre est supposé être clair. Sauf que ce qu'on voit, c'est que dans les pratiques, c'est pas appliqué. C'est pas, on l'applique pas de façon aussi précise que le cadre légal devrait techniquement obliger à le faire. Oui, mais je me demandais justement par rapport aux règles de droit sur la responsabilité civile et sur la déontologie, puis aussi sur le droit criminel, est-ce qu'ils sont appliqués avec effectivité présentement? Oui. Bien, c'est un peu ça l'autre aspect de la recherche, c'est de se dire, si on a un cadre légal qui est théoriquement adéquat, mais qu'on constate en même temps qu'il y a encore des grands écarts entre le cadre puis la réalité sur le terrain, il peut y avoir plusieurs explications à ça, mais une des explications que nous, on est en train d'explorer, c'est que les mécanismes de sanction sont peut-être pas tout à fait, pas adéquats, mais peut-être pas tout à fait mis en application de façon efficace. Par exemple, il y en a différents qu'on regarde, mais par exemple, au niveau de la responsabilité civile, médicale, puis là, je refais le lien avec la définition. On sait que c'est souvent ancré dans le consentement, mais au niveau de la responsabilité civile médicale, sur une question de consentement, on va devoir démontrer la faute en prouvant qu'un autre professionnel de la santé, prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, qu'est-ce que ce professionnel-là aurait donné comme information. En matière de VOG, je vous dirais que la jurisprudence qu'on a, ça accroche pas trop. Au niveau de la faute, là, malgré le fait qu'on a vu des expertises en défense aller dire des choses comme de l'ocytocine, qui est l'hormone qu'on donne aux femmes pour accélérer le travail quand elles accouchent,
on donne ça de façon automatique, on ne demande pas de consentement, on sait ce qu'on a à faire, on le donne parce qu'il faut que le bébé sorte de toute façon. Malgré le fait qu'on a des témoignages de médecins qui disent ça, les juges disent non, vous ne pouvez pas donner de l'ocytocine sans consentement, il faut que vous ayez le consentement. Donc, au niveau de la reconnaissance de la faute, ça va relativement bien. Là où le bas blesse un peu plus, c'est au niveau du lien de causalité après ça entre la faute puis le dommage. Parce que en matière de consentement, le lien de causalité va s'évaluer en se posant la question si la patiente, là, je vais féminiser dans ce contexte-là, si la patiente avait reçu l'information pertinente, est-ce qu'elle aurait refusé le soin? Donc, il faut être capable de démontrer que si on avait été informé, on aurait refusé le soin. Donc, le risque ne se serait pas matérialisé. Puis ça, ce lien-là, il est pertinent, il est intéressant quand on le lie à un dommage corporel. Sauf que ce que nos recherches sur les VOG nous démontrent, c'est que les personnes qui vivent des VOG, c'est pas les dommages corporels qui sont le plus importants pour elles, c'est les dommages moraux. C'est tout ce qui touche à leur santé psychologique, en fait. La perte de confiance envers le système de santé, envers les médecins, l'espèce d'impression d'avoir été violée, d'avoir été agressée, la perte de dignité. Donc, c'est des dommages qui sont très moraux. Puis ça, la responsabilité civile médicale a du mal à le prendre en considération. Et on ajoute à ça aussi des questions de, encore une fois, des biais de genre, parce que les biais et les stéréotypes de genre existent en médecine, mais il ne faut pas se leurrer comme juriste, là, ils existent aussi en droit. Là. Donc, ces biais-là peuvent jouer aussi sur, par exemple, la réception du témoignage d'une femme qui a accouché qui dit « ben j'aurais refusé le soin ». Puis le ou la juge qui va dire « ben non, la santé du bébé était potentiellement en jeu ». Puis là, il y a un petit billet qui entre en ligne de compte de, ben, une mère qui est en train d'accoucher va nécessairement privilégier la santé du fœtus par rapport à la sienne. Fait que c'est tous des détails, des stéréotypes, des billets qui sont un peu insidieux, mais qui vont venir teinter l'appréciation de la preuve puis l'appréciation de la responsabilité civile médicale. En déontologie, encore là, il y a des obligations dans le Code de déontologie des professionnels d'obtenir un consentement libre et éclairé. Mm-hmm. Mais ce qu'on voit dans les décisions des conseils de discipline, c'est que on a rarement des médecins ou des professionnels qui vont être poursuivis juste sur cette base-là, en discipline. Okay. Ceci étant, ça ne veut pas dire que le syndic, qui est l'organe qui fait l'enquête puis qui va vraiment enquêter quand il y a une plainte qui est reçue, ça ne veut pas dire que le syndic ne va pas avoir considéré qu'il y avait eu un manquement puis ne va pas avoir tapé sur les doigts du professionnel. Mais ça se fait en amont. Puis comme chercheur, moi, j'y ai pas accès. J'ai pas accès à ces données-là. Fait que tout ce que je peux analyser, c'est les décisions de comité de discipline. Puis quand on regarde les décisions de comité de discipline, généralement, pour que le syndic se rende devant le comité, il va falloir que le médecin, puis je vais tous les professionnels sont susceptibles de faire ce genre de faute-là, mais on a plus de jurisprudence en médecine. C'est souvent que le médecin va avoir non seulement pas obtenu de consentement, mais aussi que le soin était inadéquat. On a comme un dossier où le médecin a été poursuivi juste sur la base du consentement. Tout le reste du temps, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, il y a le soin qu'on va appeler intempestif, le soin qui ne reposait pas sur des données probantes et, par la bande, l'absence de consentement. Est-ce qu'on parle de décision de conseil de discipline au Québec ou... Au Québec, oui. La recherche qu'on fait pour le moment est concentrée vraiment uniquement au Québec parce que les cadres législatifs sont différents si on change de province. Donc, on veut commencer par avoir vraiment une base super solide sur ce qui se fait au Québec. Puis après, ce sera le temps d'élargir puis d'aller comparer avec ce qui se fait dans d'autres provinces. Mais pour le moment, prenez pour acquis que tout ce que je vous dis, sauf indication contraire, est québécois. Parfait. Donc, moi, je suis vraiment curieux par rapport aux dispositions de droit criminel. Est-ce qu'il y a des dispositions de droit criminel que, s'ils étaient appliquées avec effectivité, pourraient justement contribuer au fait que les violences gynécologiques et obstétricales diminuent ou littéralement puissent être mieux sanctionnées? Ça, c'est un autre élément super intéressant parce qu'en droit criminel, on n'a trouvé aucune décision qui se rapporte à des violences obstétricales et gynécologiques. On a quelques décisions où des médecins ou des professionnels de la santé vont avoir été poursuivis pour des agressions sexuelles,
mais c'est des agressions sexuelles que je mettrais en gros guillemets là, classiques, c'est-à-dire qu'on a profité d'un contexte de soins pour agresser sexuellement une patiente. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir est-ce qu'on peut considérer qu'un soin, par ailleurs techniquement ordinaire, peut être considéré comme une agression si c'est fait sans consentement. Puis l'exemple que nous, on avait en tête quand on a commencé la recherche, c'était de dire un médecin qui fait un toucher vaginal, par exemple, pendant un accouchement sans aucun consentement, là, sans prévenir, sans rien. Là. Ou dans le cadre d'un soin gynécologique, un spéculum, encore une fois, pour des questions de vocabulaire médical, le spéculum, c'est l'outil qui va servir à ouvrir le col de l'utérus, à ouvrir le passage, en fait, quand on a besoin de faire un examen gynécologique. Donc, d'insérer cet outil-là sans le consentement d'une patiente, sans la prévenir, est-ce que ça peut être considéré comme une agression sexuelle? Puis, quand on lit la définition d'agression sexuelle dans le code criminel, la réponse est oui. Donc, mais quand on regarde la jurisprudence, ça n'existe pas. Mais là, la question de pourquoi, ça, j'ai pas de réponse. J'ai juste des hypothèses. Est-ce que c'est parce que les femmes ne pensent même pas que ça peut être considéré comme une agression sexuelle et donc ne portent pas plainte? Est-ce que c'est parce qu'elles portent plainte, mais déjà à l'étape de la réception par les corps policiers, il y a comme une espèce de excusez l'anglicisme, mais de no-go, non, ça ne nous concerne pas, puis c'est du domaine civil ou c'est de la responsabilité professionnelle, puis aller faire une plainte au collège ou à l'ordre. Est-ce que c'est au niveau des procureurs de la Cour? Je ne sais pas où. Qu'est-ce qui explique ça? On a plusieurs hypothèses, mais on sait que ça n'existe pas dans la jurisprudence. Ça, on le sait. Intéressant. Donc, par rapport au consentement aux soins de santé, c'est un point que vous avez soulevé. J'aimerais le soulever, mais avec une vision différente. Quand on s'attarde au consentement aux soins de santé, empiriquement parlant, est-ce qu'il y a des constats qui peuvent être dégagés? Bien, ça, c'était bien avant que je m'intéresse au VOG. Mon premier sujet d'intérêt pour faire ma thèse de doctorat, c'était le consentement aux soins. Puis c'est ce qui m'a amené après ça par la bande à m'intéresser aux soins obstétriques gynéco. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans le consentement aux soins, c'était de voir le décalage entre ce qui semblait être théoriquement une obligation légale très circonscrite, très précise, très bien expliquée avec les risques matériels, les alternatives thérapeutiques, etc. Et la réalité. Bien, d'abord, sur une base personnelle, je suis certaine que vous êtes capable de repenser à une rencontre avec un médecin où vous dites j'ai pas vraiment eu d'explication sur le médicament qui m'a été prescrit ou sur le test qu'on m'a demandé de faire. On m'a juste dit de le faire, puis j'ai dit OK. Fait que déjà, sur une base d'expérience personnelle, j'étais capable de voir qu'il y avait quelque chose de spécial qui marchait pas. Puis comme j'ai fait ma maîtrise en santé publique sur la prise de décision partagée, bien, je me suis retrouvée à lire toute la littérature qui existe, mais plus en médecine, sur la communication, la relation patient-médecin, la prise de décision partagée, qui est un modèle en médecine qui est très, très proche du consentement éclairé, en fait, qui dit en gros que le partage d'informations doit aller dans les deux sens, que la décision doit se prendre de façon en conciliation entre le professionnel et le patient. Puis toute cette littérature-là disait que ça n'arrivait pas, en fait, que c'est pas ça qui se passait dans les pratiques. Fait que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ça pour comprendre mieux le consentement puis réaliser, en fait, que il y a un gros écart entre ce qu'on est supposé faire techniquement en matière de consentement éclairé puis ce qui va se passer dans les pratiques cliniques. Donc, dans les faits, de dire vraiment qu'un patient va se faire dire « voici le soin proposé, voici c'est quoi ses bénéfices potentiels, c'est à quoi on s'attend comme bénéfice, voici les alternatives thérapeutiques, voici les risques matériels, avez-vous des questions? » S'assurer que la personne a bien compris. Il y a un monde de différence, en fait, entre ça et la réalité. Fait que je pense que ça explique aussi pourquoi le consentement éclairé est aussi central dans les VOG. C'est qu'il est central dans beaucoup de soins qu'on reçoit, en fait. C'est très rare. Sauf que quand on consulte pour une sinusite et qu'on a l'impression qu'on n'a pas eu toute l'information pertinente avant de prendre un antibiotique, je pense que c'est moins, pour la plupart des gens, c'est moins délétère que quand c'est des soins vécus dans le cadre d'un accouchement ou d'un soin gynécologique. Il y a quelque chose de
tellement intime, tellement lié à sa dignité en tant qu'humain, en tant que femme, qui peut être atteint dans ce genre de soins-là, que ça prend une autre dimension. Ben, c'est ça, vous avez mentionné tout à l'heure et même défini la notion d'agentivité de la femme reproductive. Et je me demandais de quelle manière les VOG viennent impacter cette agentivité reproductive. Bien, ça repose beaucoup, en fait, sur les témoignages. En fait, quand on parlait des recherches, tantôt, les recherches qualitatives, ce qu'on voit constamment dans ce qui est rapporté dans les expériences et les vécus des personnes qui ont vécu des VOG, c'est cette espèce de trouble-là, d'atteinte, de conséquences sur « j'ai pas pu moi-même choisir ce que je voulais en termes de santé reproductive, que ce soit gynécologique ou pour un accouchement ou en soins de fertilité ou un suivi de grossesse ». C'est cette idée-là de j'ai pas pu déterminer par moi. Des fois, j'ai même pas pu déterminer par moi-même ce que je voulais. Puis des fois, je savais ce que je voulais, puis on m'a pas permis de faire ce choix-là parce que un professionnel de la santé avait choisi à ma place ce qui était pertinent ou pas pertinent pour moi. Puis ça revient constamment dans les témoignages sur les violences obstétricales et gynécologiques. C'est cette atteinte-là dans la capacité de la personne de choisir ce qui est bon pour elle. Candice? Oui, donc en fait, pour faire le suivi par rapport à ce que vous venez de mentionner, c'est que quand on fait une recherche qualitative, souvent, ça peut être des entrevues semi-dirigées. Et dans ces entrevues semi-dirigées, de ce que je comprends, ce qui ressort, c'est que le fait de subir une violence obstétricale et gynécologique vient avec un impact très grave sur la santé psychologique de la personne. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça, vous avez raison, vous avez bien cerné. C'est qu'au-delà, il peut y avoir des conséquences physiques. C'est par exemple un soin qui n'était pas désiré qui va avoir un impact pour être super... pour exemplifier, encore une fois, ça peut être par exemple une épisiotomie qui est le fait de couper au niveau du passage du bébé pour faciliter le passage du bébé, mais ça s'appelle une épisiotomie. Puis ça, ça a une conséquence physique, c'est-à-dire qu'on a coupé quelqu'un. Mais souvent, c'est pas ça qui va avoir marqué les femmes. C'est pas le fait qu'elles ont des séquelles ou des conséquences physiques. Ce qui vont les marquer, ce qui vont faire qu'elles vont nous en parler avec émotion, parfois des années plus tard, ou qu'elles vont carrément remettre en question la possibilité même d'avoir d'autres enfants quand on creuse sur les violences obstétricales, c'est l'impact psychologique. C'est les conséquences sur ce que ça leur a fait vivre en termes de colère, de sentiment d'indignité, de deuil par rapport à toutes sortes de choses. C'est vraiment ça qui va les marquer à long terme, plus que les conséquences physiques, qui, par ailleurs, existent. Je ne veux pas minimiser les conséquences physiques, elles sont là, puis elles existent, mais c'est pas ça qui va ressortir des récits qu'on entend à plus long terme. Justement, par rapport aux récits que vous entendez à plus long terme, est-ce que une personne qui provient de plusieurs minorités, donc quand on parle d'intersectionnalité, prenons un exemple où une personne provient d'une minorité raciale, mais d'une minorité aussi en ce qui a trait à l'orientation sexuelle, elle subit une violence gynécologique et obstétricale. Est-ce que le niveau de souffrance ou le niveau d'impact psychologique, est-ce qu'il va se multiplier? Est-ce qu'il va être plus grand? Ou... Ça, honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre à ça parce que c'est super subjectif et personnel à une personne. C'est-à-dire que est-ce que ma douleur est plus grande que la vôtre ou que celle de Justine? C'est dur de quantifier ça. Ce qu'on sait, par contre, au niveau de l'intersectionnalité par rapport au VOG, c'est que le fait de présenter plusieurs aspects de vulnérabilité ou de marginalisation dans la société va faire en sorte qu'on est plus à risque de vivre des violences obstétricales et gynécologiques. Puis ça, on le voit tant dans le qualitatif que dans le quantitatif. Donc, les personnes racisées, les femmes autochtones, les très jeunes mères, les filles enceintes qui sont très, très jeunes, ils vont être plus à risque. Puis on le voit aussi dans le statut socio-économique perçu souvent, parce que ça va dépendre d'une perception du professionnel de la santé, dans le niveau d'éducation perçu aussi de la personne. Il n'y aura pas les mêmes
on ne recevra pas les mêmes soins, on n'aura pas la même qualité de soins du fait de présenter cette intersectionnalité-là. Donc, est-ce que la souffrance après va être plus ou moins grande? C'est vraiment difficile pour moi de répondre à ça. Mais est-ce que les personnes qui présentent plusieurs intersections de vulnérabilité sont plus à risque de vivre des VOG? Oui, ça, on le sait. Par rapport à un facteur spécifique, en ce qui a trait au niveau d'éducation perçue, est-ce que ça a un impact sur le fait de subir des VOG? Ben oui, puis on le voit, c'est juste dans les témoignages que nous, on a, parfois, les femmes vont le dire, vont dire, par exemple, je suis super éduquée, mais j'en ai pas l'air, et donc on me parle comme si j'étais, on m'infantilise, ou c'est super patriarcal, c'est super... parce qu'on a l'impression que je comprends rien puis que de toute façon, je serai jamais capable de comprendre. Fait qu'il y a cette... Puis c'est intéressant quand ça vient de personnes qui sont capables de voir cette inadéquation-là entre moi, je sais que je suis éduquée, que je suis capable de comprendre, puis visiblement, la personne qui me parle, elle le comprend pas puis elle le sait pas. Ça nous est beaucoup rapporté, oui. Parfait. Donc, maintenant, si je passe à un registre concernant les solutions pour sensibiliser, pour justement expliquer davantage les impacts sur les violences obstétricales et gynécologiques et voir à les arrêter, à les stopper, quels sont les changements législatifs et empiriques qui pourraient être employés pour diminuer le phénomène des violences gynécologiques et obstétricales? C'est encore une fois une excellente question. Au niveau des changements législatifs, on n'a pas de loi au Canada, en Amérique du Nord de façon générale, qui parle spécifiquement de violences obstétricales et gynécologiques. Par contre, en Amérique du Sud, qui ont été d'ailleurs les premiers en Amérique du Sud à aborder ce sujet-là, eux, ils ont des lois plus spécifiques en Argentine, au Venezuela, dans quelques États du Mexique. Puis ma compréhension, puis encore là, elle est limitée parce que j'ai pas accès nécessairement à toute la littérature en langue espagnole. Donc, j'ai une compréhension limitée. Mais ma compréhension, bien que limitée, c'est que c'est pas nécessairement parce qu'on met une loi très spécifique qu'elle devient soudainement sanctionnée, sanctionnable et qu'elle porte des effets réels et concrets dans les pratiques. Fait que j'ai de la misère à... Je pense pas qu'une loi qui serait super spécifique sur les VOG serait nécessairement un outil qui serait une solution miracle. Est-ce que ça pourrait avoir un impact symbolique au niveau du public, au niveau des professionnels de la santé? Peut-être, sûrement en fait. Mais est-ce que ça donnerait nécessairement des changements très, très tangibles dans les pratiques? Je ne sais pas. Je pense que déjà, au niveau des sanctions puis c'est pas que je suis une fan de la sanction. Je pense que dans la prévention, l'éducation a une part beaucoup plus importante à prendre. Mais reste que le message que les mécanismes de sanction envoient en ce moment, c'est que si vous n'avez pas une conséquence physique très grave sur votre patiente ou, pire encore, sur le bébé à naître, votre risque d'être sanctionné est très, très, très limité, en fait. Puis ça s'explique aussi par le fait que la responsabilité civile, bien, ça coûte cher. Hein, ça coûte cher pour payer les avocats, ça coûte cher pour payer les expertises. Donc, il faut que le dommage quantifiable dans une balance coût-bénéfice de la poursuite, il faut que le dommage quantifiable soit assez élevé pour que ça vaille la peine. Fait que le message que la jurisprudence envoie, puis c'est un message qui est pas voulu, là, c'est un message pas subliminal, mais entre les lignes, disons, c'est que c'est ça. S'il n'y a pas de dommage corporel à la mère ou au bébé, surtout au bébé, très important, mais il n'y aura pas nécessairement de sanction qui va suivre. Fait que peut-être que de remettre de l'avant dans ces mécanismes de sanction-là l'importance du dommage moral puis de la souffrance psychologique qui découle des atteintes aux droits fondamentaux des personnes qui vivent des VOG, peut-être que ça pourrait devenir un outil de persuasion. Mais ça revient aussi beaucoup, beaucoup à de l'éducation, en fait, à mettre ce sujet-là sur la place publique, en parler de façon avec le public en général. Je pense que les femmes sont de plus en plus au courant de ça, mais encore là, pour avoir des discussions, tu sais, dans le temps des fêtes avec
mes parents, mes oncles, mes tantes, c'est facile pour ma génération, puis les générations peut-être plus jeunes de dire « Ah oui, ça existe, puis on le sait, puis on est... » Mais quand on parle avec des personnes un peu plus âgées, le réflexe du « Ben c'est normal, c'est ton gynéco, puis il fait ce qu'il a à faire » ou « Ben c'est normal, t'accouchais, puis t'as un bébé en santé, puis c'est pas bien grave », ce réflexe-là vient très, très, très rapidement. Fait que je pense qu'il y a une partie d'éducation aussi à faire au public en général, puis évidemment, aux professionnels de la santé, plus on va en parler dans les milieux professionnels, plus ça va être compris, connu et reconnu, bien, plus on a des chances que les pratiques changent après. Mais spécifiquement par rapport à ce qu'on peut faire comme solution pour justement sensibiliser avec les médecins. Je sais que les ordres professionnels, il y a des heures où il y a des formations continues pour justement être en adéquation avec la science. Est-ce que actuellement, les données démontrent qu'il y a un nombre d'heures obligatoires que les médecins doivent suivre par rapport aux violences obstétricales et gynécologiques? Non, pas à ma connaissance, en fait. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est toujours l'enjeu qu'on a avec l'éducation des médecins, c'est que quand on forme les médecins sur les bancs d'école, c'est super, ils ont accès à des belles formations, ils ont des super belles connaissances, sauf que quand ils arrivent en résidence, la personne qui ultimement va décider si tu passes ou pas ta résidence, ben c'est ton patron. Donc, il y a nécessairement une adaptation de la pratique qui va se faire à, oui, ce qu'on a appris sur les bancs d'école, mais surtout, qu'est-ce que le patron nous dit qu'il faut qu'on fasse. Puis ça, moi, je l'avais vu beaucoup dans ma thèse sur le consentement. Tu sais, ils sortent de l'école en sachant super bien c'est quoi un consentement, ou du moins en le sachant relativement bien. Sauf que quand ils arrivent en pratique puis qu'ils se font dire par le patron, t'as pas le temps d'expliquer ça, faut que tu passes au patient suivant, ça sert à rien de le dire de toute façon parce que les patients comprennent pas. Bien ça, le message qu'ils reçoivent, c'est « Ah, c'est pas si important que ça. » Puis si j'insiste trop, ben mon patron va peut-être pas me faire passer ma résidence. Donc, il y a comme ils sont déconstruits durant la résidence. Fait que c'est important de former les médecins dès l'école, mais c'est aussi important de continuer à les former en formation continue. Puis ça, effectivement, la formation continue, pour les médecins, je pense que c'est un peu pour la même chose que pour les avocats, c'est-à-dire qu'on choisit, les avocats et les notaires, on choisit nos heures de formation, on les fait dans quoi? Fait qu'on pourrait penser à un mécanisme qui serait d'obliger, sans nécessairement que ça porte directement sur les VOG. Tu sais, par exemple, l'optométriste, pas l'optométriste, mais l'ophtalmologiste n'a peut-être pas besoin d'avoir une formation sur les VOG, mais d'avoir des formations un peu plus poussées de façon continue sur la communication avec les patients, la relation, le consentement aux soins, en anglais, on appelle ça les bedside manners, donc la façon d'interagir, de laisser le temps aux patients de s'exprimer, de parler, de poser des questions. Comment est-ce qu'on vérifie aussi qu'un patient a compris? Ça, la littérature scientifique démontre que si tu demandes à quelqu'un « As-tu compris? » Bien, probablement qu'elle va te dire oui, même si dans les faits, elle n'a pas compris du tout. Donc, il y a des façons autres de vérifier ça qui sont plutôt du... Encore là, je m'excuse d'utiliser beaucoup de termes en anglais, mais du teach back. Donc, pouvez-vous me répéter dans vos mots ce que je viens de vous dire? Puis là, on est capable de voir, la personne a super bien compris, ça va, ou oups, et sur un risque ou sur un bénéfice potentiel, on l'a échappé, là, la personne n'a pas compris, on va recommencer. Si on prend l'exemple de ce que vous avez dit tantôt, comme je pense que c'est l'ocytocine que vous avez dit qui va être injecté pour faciliter l'accouchement. Donc, si on fait du teach back par rapport à cet exemple concret, donc le médecin pourrait venir dire à la personne patiente, donc, madame, est-ce que vous comprenez que le fait d'injecter de l'ocytocine va faire en sorte que X effet va avoir lieu? Puis là, la personne répond oui ou non, j'ai pas trop compris. Et là, il va recommencer l'explication. C'est bien ça, le teach back dans ce contexte? Non, en fait, le teach back, ce serait justement de ne pas demander est-ce que vous avez compris. Ce serait plutôt de donner l'explication. Ben là, on pense que vous devriez prendre de l'ocytocine parce que le travail a arrêté, le travail a stagné, il n'y a plus de dilatation, la force des contractions diminue. Bref, qu'est-ce qui justifie le soin? Qu'est-ce que ça va faire l'ocytocine? On va vous donner ça. Ça va augmenter la fréquence et la force de vos contractions. Ça va faire progresser le travail. C'est quoi les effets secondaires potentiels? Qu'est-ce qui peut arriver? Bien, il y a un petit risque qu'il y ait pas une surcharge, mais qu'on vous en donne un peu trop, puis qu'en fait, il y ait une surcontraction de l'utérus.
ça peut faire en sorte que le fœtus va avoir une légère détresse puis qu'on doit accélérer l'accouchement. Bref, puis là, je vous dis ça sous toute réserve, là, je ne suis pas spécialiste, c'est des exemples que je vous donne. Je ne voudrais pas que vous receviez des appels de médecins qui disent « c'est pas ça du tout ». Mais bref, et là, le teach back, en fait, c'est de dire, une fois qu'on a expliqué ça, de demander à la patiente, pouvez-vous me redire dans vos mots ce que vous venez de comprendre que je vous ai dit? Puis là, ça se peut que la personne vous dise juste, j'ai compris que mon travail a stagné, puis j'en ai besoin pour accélérer, puis c'est correct, donnez-moi-en, c'est parfait. Ça se peut aussi qu'elle vous dise, j'ai compris que mon utérus va déchirer nécessaire. Puis là, tu dis, OK, non. Fait que là, on reprend. Fait que l'idée du teach back, c'est vraiment de voir, sans poser, en fait, d'éviter de poser la question, avez-vous compris? Parce que ce que les recherches nous démontrent, c'est que souvent, les patients... Oui, ils vont dire oui, puis ça se peut qu'ils pensent vraiment qu'ils ont bien compris. Mais un peu comme, tu sais, on étudie nos examens, là, genre, mettons, là, on étudie nos examens de droit, là. On pense qu'on a super bien compris, puis là arrive l'examen, puis on fait « oups ». On oublie c'est quoi 1457, on oublie c'est quoi les 3 éléments à prouver. Fait que ça se peut qu'on pense vraiment bien qu'on a compris, puis finalement, on n'a pas tant compris. Mais ce qui est plus inquiétant, en fait, c'est que la recherche démontre que les patients vont souvent avoir tendance à dire oui, même s'ils savent qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils veulent pas avoir l'air niaiseux, ils veulent pas avoir l'air de pas avoir compris, ils veulent pas déranger le médecin, ils ont peur que s'ils sont trop insistants ou s'ils posent trop de questions, qu'il ait l'air d'un patient difficile puis qu'ils reçoivent des moins bons soins après. Fait qu'il y a vraiment un phénomène de se comporter comme un bon patient, puis se comporter socialement comme un bon patient, c'est de dire oui, de dire avez-vous compris? Oui, acceptez-vous le soin? Oui, même si dans les faits, on n'est pas trop sûr, qu'on n'a pas tant compris, puis qu'on aurait aimé ça, mettons, avoir plus de temps pour réfléchir. Fait que ça, c'est plus inquiétant. D'où l'idée de dire, pouvez-vous juste simplement me redire dans vos mots ce que je viens de vous dire. Et pour juste peut-être terminer avec un peu d'espoir ou pas, on verra, là. Est-ce que selon vous ou selon la doctrine, l'avenir pour une meilleure qualité et sécurité des soins pour les femmes semble quand même optimiste? J'ai un tempérament plus optimiste que pessimiste dans la vie. Fait que ma réponse courte, ça va être oui. La réponse plus longue, ça va être surtout sur le temps que ça va prendre. Je pense que si on a dans notre attente que c'est une question de quelques années puis que tout va être beau, tout le monde va savoir c'est quoi des VOG, tous les professionnels vont avoir modifié leur comportement, je pense que là, on va être déçus. Mais je pense que, je pense que les parallèles à faire avec tout ce qui est violence sexuelle et violence conjugale est bon. C'est-à-dire que c'est un processus qui est long. Je relisais pour les fins de la recherche des articles qui ont été écrits dans les années 80-90 sur la reconnaissance de la violence sexuelle puis de la violence conjugale. Puis on était au début, là, le viol conjugal venait d'être reconnu comme étant un crime. Là. C'était légal jusqu'en 1983. Là, puis c'est drôle parce qu'il y a énormément de parallèles à faire entre ce qui est écrit au début des années 90 sur « Ah, on exagère, bof, c'est pas si pire », puis ce qu'on voit maintenant sur les VOG. Fait que je pense que dans un horizon de 30-40 ans, ça va s'améliorer, puis il y a de l'espoir à avoir, puis les pratiques vont changer, puis on va dénoncer de plus en plus ce genre de soins-là, puis ça va venir avec des changements de pratiques. Il faut juste être réaliste sur le temps que ça va prendre. Super. Nous arrivons maintenant à la fin de notre 3e épisode de notre podcast, Accès aux soins de santé, une capsule à la fois. Et nous tenons à remercier chaleureusement notre invité d'avoir pris le temps d'être présent avec nous aujourd'hui et bien sûr d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore. Merci à vous. Merci aussi à tous ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille et restez à l'affût de notre prochain épisode qui portera sur les personnes noires. Bonne journée et à la prochaine.